Bonjour et bienvenue dans le Trading Point, l'émission qui vous simplifie le monde des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on se retrouve avec toute votre équipe habituelle, et ça devient rare de nos jours. Donc Baptiste, Louise, Jean-Luc, moi-même, Quentin et Phil. Et nos invités spéciaux de ce soir sont Thomas Léger, sa compagne Anaïs. Donc on va parler un petit peu du... Désolé, j'ai pas envoyé le programme. On va parler d'un forum économique qui se passera à Vitel. Ils vont se présenter juste après. Et un habitué des lieux, David Princet, donc notre ICO stratégiste préféré. Je pense que vous connaissez Salut. tous, mais qui va se représenter juste après. Thomas, je te laisse commencer peut-être. Ouais, écoutez, salut tout le monde. Moi je suis Thomas. Effectivement, je suis dans les cryptos, la blockchain depuis un petit moment, basé sur Vitel. Et ce soir, on va essayer de parler un petit peu d'un forum économique là, que je co-organise, hein, qui a pour thème le numérique et la blockchain. Et dans une zone, dans un secteur qui est un peu particulier, puisque c'est un secteur plutôt rural, quoi. Voilà. Donc je pense qu'on en discutera un petit peu après, c'est ça? Oui, 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 on aura tout le temps pendant le grand débat. Anaïs, Ok, ça marche. un petit point rapide. Anaïs? Oui, je suis là, Ah, vous m'entendez? oui, très bien. Un petit Ah, point rapide écoute, sur qui j'avais tu un es. petit problème micro. Alors oui, je suis la compagne de Thomas, je l'accompagne dans l'organisation du forum économique et je suis aussi dirigeante de l'agence de communication Creative Pulse et nous sommes évidemment crypto-enthousiastes et nous acceptons depuis peu de temps les crypto-monnaies telles que Bitcoin, Litecoin et Ethereum. On en Voilà, reparlera, on en reparlera un pour petit le peu petit de point. Creative Pulse juste après. David, Pas de souci. présente-toi pour les néophytes de cette émission. Salut tout le monde. Bah écoute, là depuis pas mal d'éditions, moi mon background il est simple. Hein, j'étais directeur produit, je me suis bien intéressé aux crypto-monnaies, l'un des co-créateurs du Club français des crypto-monnaies, et aujourd'hui j'accompagne des projets auxquels je crois, dans leur communication, dans leur marketing, mais aussi dans leur négociation commerciale avec les institutionnels. Ah, j'aime bien le mot institutionnel et crypto-monnaie. Ça réveille un petit instinct de trader et surtout du cash flow. Enfin bref. Mais je propose qu'on passe tout de suite qu'on tape tout de suite dans le gras. Phil, le marché, qu'est-ce que t'en penses, mis à part que c'est plat? J'ai un petit souci, je suis en push to talk, mais c'est en train de merder, mais complet. Alors attends, là je suis en train d'imprimer des zéros, un truc de ouf. Laisse-moi 2 minutes, je reviens en mode normal. Merci Phil. Bon alors, hop, et voilà. Jean-Luc, C'est bon, qu'est- c'est bon, je suis là. Attends, non mais c'est parce qu'en Ok, fait, en ok. push to talk, il fallait que j'appuie sur zéro, mais c'était en train de m'enfiler les zéros sur le pavé numérique. C'était bon, alors. ah, Bref, bah, il se passe rien, écoute, qu'est-ce que tu veux y faire on est dans une phase où de toute façon on attend que quelque chose se passe et il ne se passe rien, et ben il faut juste faire preuve de patience. mais Et non, mais ça moi fait je partie veux du pas la jeu. patience. C'est long, c'est trop long la patience. Moi je veux gagner des sous maintenant. Ah oui, oui, bah, il y a un timing pour faire ça et c'est clairement pas celui actuel. Là, c'est le timing de ceux qui vont faire de l'argent dans ce cycle-là, s'il y a de l'argent à faire, c'est ceux qui feront preuve de beaucoup de patience déjà. Premier ingrédient de la formule. Il faudra une stratégie et puis il faudra surtout pas retourner sa veste si ça part au sud au début. Hein. Voilà, entre guillemets, pour moi, c'est ça le cocktail gagnant. Avoir un horizon de temps de à peu près 2 à 3 ans minimum. Et puis, si ça baisse de 30% au début, il ne faudra pas tout de suite dire ah bon, du coup, ça ne marchera plus jamais, on sort, et puis voilà. Quoi. Bah non, c'est même quand ça baisse de 30% en général, c'est là où il faut acheter. Non, en En fait, règle générale. non, non, parce que ça, justement, c'est une autre erreur à ne pas commettre. C'est celle de se surexposer. Le principe, c'est de dire on a prévu de mettre tant à telle zone de prix avec un horizon de temps de trading de temps, et si on sort de ce cadre-là, on commet une erreur. Et si on n'en commet qu'une, on peut survivre. Si on en commet deux, il y a peu de chances que ça passe. Si on en commet trois, on va crever dans les 2 mois qui suivent. C'est aussi simple que ça. Hein, voilà. Entre guillemets, Drastique. je peux pas vraiment te donner la formule gagnante parce que j'en sais rien. En tout cas, je peux te donner la formule perdante. Si à chaque fois que ça baisse, tu rempiles sur tes positions
Pire que ça, si en plus de ça, tu es déjà en surlevier, bah, tu es mort. Hein, voilà, tu es carrément mort parce que là, ça peut sans problème baisser de 30, 50% sans aucun problème. Donc voilà, ceux qui y croient, faut y croire, mais il faut pas être débile, il faut faire ça intelligemment. Tiens, si on n'a pas grand-chose à dire sur le marché, je pense qu'on pourra passer à la chronique de Pépite de Jean-Luc juste après. Mais il y a un point que je voulais soulever un petit peu. Attends, je veux juste ajouter un truc sur le marché. Oui. Que, Ah non, mais c'est que là, c'est pas aujourd'hui- fini, David, t'inquiète pas. Ouais, pardon. Non, mais vas-y, poursuis, je vais pas te... Non, mais c'est que, bah, tu vois, là, on reprend la définition de hodl. Tu vois, un hodler, c'est un mec qui garde pendant les baisses, mais c'est aussi, tu vois, la grande attente qu'on a attendue de 2015 à 2018. Tu vois, c'est aussi un corollaire. C'est-à-dire que c'est aussi un jeu qui peut être très long, qui peut jouer en année. Voilà, il faut aussi être prêt à ça. Et ça, les mecs, on en parlait, ça envoyait des mèmes l'année dernière en disant hodl, mais c'est aussi le long terme. Jouer en conservateur. Bah, pour moi, la différence, c'est que hodl, si tu veux, il y a un timing et il y a une structure de prix à voir pour jouer hodl. Ceux qui balançaient hodl dès qu'on venait juste de perdre 40% à partir des $20,000, c'était juste stupide. Tout laissait à croire que ça allait continuer à saigner et pas qu'un peu. Bon, là, aujourd'hui, ça peut très bien saigner encore, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je pense que quoi qu'il arrive, c'est soit l'hémorragie, elle va juste se poursuivre et puis bah, ça crèvera à petit feu. Et dans ce cas-là, bah, il faut être prêt à supporter ce risque-là. Donc oui, hodl, c'est bien, mais alors on va le répéter. Moi, je répète toutes les semaines, mais hodl, c'est quoi les conditions pour faire un hodl? Bah, déjà, il ne faut pas que le marché soit volatile. Donc, il fallait attendre que la volatilité s'écrase. C'est ce qu'on a maintenant. Donc, OK, là, on peut penser à hodl. Maintenant qu'on y pense, il faut quand même réaliser un vrai hodl, c'est-à-dire bah, être prêt à risquer l'intégralité de ce capital et pas dire ouais, bon, voilà, il faut être prêt à tout perdre. Donc ça veut dire quand on est prêt à tout perdre, ça ne veut pas dire tout son capital, ça veut dire 5, 10%, 15 maxi, 20 pour les plus croyants. C'est tout. Ça veut dire qu'au-delà de 20% du capital, c'est plus du hodl, c'est du jeu et ça relève pas du trading. C'est du gambling. Mais du gambling, voilà. Donc pas plus de 10, et pour moi 10% du capital c'est déjà trop, je peux tolérer jusqu'à 20 pour ceux qui ont la plus forte conviction, au-delà de ça c'est n'importe quoi. Donc ok, là on vient déjà de passer la base du hodl, donc ça veut dire bah ok, on est prêt à tout perdre, donc le levier c'est pas possible, pas plus de 20% du capital là-dessus, et il faudra évidemment avoir des conditions de patience dont on a parlé juste avant, c'est-à-dire que bah, celui qui va changer et retourner sa veste si on baisse de 30%, il risque de vendre au plus bas et en tout cas, il ne fera pas un choix rationnel. Donc voilà. Quand on dit lui, il existe et il va servir la cause des cryptos. C'est-à-dire que lui, tu vois, c'est le dernier mec qu'on va baiser, quoi. Non, oui, si clairement. De toute façon, je dis toujours, les plus grands perdants dans les marchés, c'est pas nécessairement ceux qui ont tort, c'est ceux qui ont peur d'avoir tort. Voilà. Si tu as peur d'avoir tort et que du coup, au bout d'un moment, quand le marché, oui, te dit tu as probablement tort, et puis bah, tu te dis allez, je me résigne. Ok, ça c'est ce qu'on fait quand on spécule. Par contre, quand on fait hodl, bah non. Hodl, c'est tu m'amènes les prix à 0 et tu m'auras prouvé que j'ai eu tort, ou j'ai marche pas ou tort. crève. Ouais, non, mais hodl, c'est on se voit dans 3 ans, on ne regarde plus rien, on vit notre vie. Enfin, tu vois, c'est des vrais, en fait. Ce qui me fait rire, c'est que l'année dernière, l'année d'avant. Non, parce que moi, ça, c'est différent. Il y a ce hodl-là, qui était en fait une excuse à un déni profond d'un trading perdant. Non, mais c'est une vérité certaine, ça. On rigole, mais c'est une vérité certaine. Tu me connais, on n'est pas là pour parler, on n'est pas là pour mettre de la dentelle. Là où, voilà, la réalité, c'est ça. Le hodl des $15,000 et des 10 000, c'était juste un gros déni d'une position bien perdante, d'un trading leveragé complètement hors gestion du risque, qui a très mal tourné, et entre guillemets, c'est tellement dur à supporter que tu dis, bah, hodl. Voilà. En gros, il ne te reste plus que ça à faire, quoi. Mais hodl, c'est pas possible avec du levier. Donc, hodl, c'est que sans levier, avec une petite portion de capital, on est prêt à tout risquer, et si ça tombe, eh ben, ça tombe. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'autre choix. Et puis, bah, par contre, voilà, il faut que ça se fasse dans un cadre d'une gestion du risque, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça n'importe où, on est bien sur un support technique, $6,000, c'est identifié. Si ça tombe à 3 000, bah, ça tombe à 3 000.
et on Ouais, mais ça fait double mal. pas la taille de la position pour autant. Mais non, ça fait pas mal. Encore une fois, non. C'est de l'argent perdu. C'est de l'argent perdu déjà dans la tête. Non, Tant non, que tu non. vends pas, c'est pas perdu, non? Non, non, ça n'a rien à voir. Voilà, je pense que vous Tant que projetez tu plus vends dans pas, le- c'est le déni là. Tant que tu vends Voilà. pas, c'est pas perdu, c'est du déni. Non, 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 non. Encore une fois, en fait, il faut voir la position au terme de la globalité de son capital. Celui qui pense crypto en disant effectivement c'est le truc du siècle, je lui fous tout mon argent, 100%, celui-là, si ça tombe de 30 à 50%, il est mort. Il a perdu 50% de sa valeur. Vous imaginez le truc, le mec, il a passé 10 ans à se créer une petite épargne et boum, la moitié vient de disparaître juste parce qu'il a misé sur le mauvais cheval. C'est pas de l'investissement, c'est de la bêtise. Ça, c'est autre chose. Là, on parle Après, Phil, je pense qu'il faut séparer aussi le hodl. Quand David, je pense, parle du hodl, c'est des personnes qui ont acheté du BTC il y a, je sais pas, 2-3 ans, tu vois, et qui l'ont acheté super bas et qui Ouais. vont le garder pendant super longtemps, quoi. Et on rentre voilà. dans un deuxième Un mec qui trade pas, tu vois, il a pas envie de se prendre la tête à trader. Regardez, déjà, il sait pas trader. C'est un geek qui a acheté du Bitcoin, qui s'est dit c'est un truc cool. Je l'achète et je reviens dans 10 ans et puis il se passera ce qui se passera, quoi. C'est là où on revient sur des vraies décisions qui sont, tu vois, j'ai regardé la techno, j'y crois pas. Pour moi, tu vois, je me concentre sur 2, 3, 4 projets que je connais bien. Pourquoi? Parce que ceux-là, je peux les suivre. J'en prends pas 35, 30 000 parce que c'est pas le moment d'aller chercher, tu vois, les milliers de projets et d'aller chercher les tonnes à tout bas. Il y en a pas 18. Tu vois, là maintenant, il faut savoir se concentrer sur la bonne valeur. La David, valeur auquel tu crois. Voilà. alors je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, mais j'ai un contre-exemple parfait. Désolé Baptiste, hein, mais le TRX. Le TRX qui est un bullshit complet, je le sors, je le ressors et je le ressors encore une fois, et même pour allez, changeons du TRX. Alors même si je suis un fan du Dogecoin, regarde le Doge, c'est une blague, mais Non, mais Dodge, qui vaut Dodge, c'est toujours pas aussi même. cher. Le Dodge est un même. Le Dodge est un même. Ah C'est-à-dire non que non le non, Dodge, je suis il prend la fan. puissance du même. Plus le monde des cryptos monte, plus le Dodge montera. Pourquoi? Parce que c'est un même. Tu vois, c'est un objet de même. C'est l'essence pure, c'est le cheatcoin le plus parfait. Tu vois, de tous Alors, les cheatcoins. c'est le shitcoin le plus parfait, mais d'un point de vue entre guillemets rationnel. Ah non, Moi, mais il n'y a même, pas de rationalité. Hein, ben oui, à l'intérieur justement, de ça. mais moi, Je j'en veux dire, achèterais pas. là, on est dans un coup, tu vois, où en fait le marketing est magique. Je te rappelle Il n'y que a ça pas de existe marketing sur avant. Dodge. Non, non, si, il y en a. Le fait, c'est le début, tu vois, ça a été le début originel. On est un projet qui ne fera rien, qui n'est rien, qui ne sert à rien. Et je vais te dire un truc, c'est là où, en fait, tu trouves ça aberrant. Moi, je trouve que l'histoire se répète. Je te rappelle un fait notable, avant les cryptos, tu vois. Coca-Cola décide de changer dans les années 90 son goût de boisson. Ils font des études comparatives, ils valident une nouvelle recette. Franchement, on teste secret, il n'y a pas de problème. Tout le monde préfère le nouveau Coca. Ils le sortent, boycott total, personne n'en veut, rendez-nous le goût du Coca, machin. C'est complètement irrationnel, mais c'est vrai. C'est là où tu découvres des vérités un peu plus importantes. Les gens sont attachés à des choses, des machins. Et le Dogecoin, c'est une blague, mais c'est une blague du monde des cryptos uniquement. Donc plus le monde des cryptos augmente, plus bah tu vois ça va bien. Et puis quand ça va pas bien, bah la blague, tu sais, elle prend plus d'importance aussi. Donc Ouais, c'est non, ça mais qui est raisonnable pour moi, tu vois. je suis conscient de ça. Mais malgré tout, le Dogecoin, c'est un indice, mais c'est une mauvaise valeur spéculative. Et les gens, malgré tout, en achètent. Alors, je suis d'accord sur tout ce que tu viens de dire. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Et je suis fan du Dogecoin pour ça. Parce que c'est un emblème, hein. Comme tu dis, c'est vraiment le Voilà. même des cryptos. Avec Issou et la fusée To the Moon, hein. Mais Dogecoin, c'est totalement irrationnel de l'acheter parce que du jour au lendemain, ça peut vraiment se casser les dents par terre. Même si j'y crois pas Et forcément. si on avançait, je suis désolé de te couper, mais en fait, si on arrêtait de parler du shitcoin et plutôt Ouais, c'est Luc, vrai. il est là, Luc. Essayez de parler plutôt de ce qui est important et ce qui est Je intéressant. suis ton de ce père, qu'il Luc. faut pas Oui, faire. parce que Ce qu'il faut pas faire, en fait, on le sait maintenant. Et je passerait grand peut-être plaisir. temps en fait, de savoir ce qu'il faut faire, s'il a des trucs à nous dire. Tiens, des petites Ouais, pépites, les pépites de Mais, Jean-Luc. en attendant une action puissante du marché,
on peut établir par exemple des listes par secteur. Moi, je m'affaire à ça en ce moment. Et, par exemple, on a les privacy coins, on a les qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les votre blockchain, on a les exchanges, on a les locations de ressources, on a les monnaies numériques, les plateformes de prêt, on a la publicité, les solutions de paiement et la traçabilité. Ok, ça fait à peu près une dizaine de groupes, une dizaine de secteurs. Les autres secteurs, je pense que pour l'instant, ils sont trop immatures pour y aller, mais peut-être un peu plus tard, hein, le gambling, enfin, tout ça, c'est pas encore pour moi le vrai moment d'investir. Donc, en attendant que le BTC prenne une direction, on peut commencer à faire des listes par secteur. Et ensuite, on établit, par exemple, je vais vous filer le bébé, tout fait, les privacy coins. Dans les privacy coins, eh bien, on a le Dash, le ZEC, le PIVX, l'XMR, Enigma, Navcoin, et le Cloac. D'accord? C'est à peu près les 8 plus gros privacy coins. Qu'est-ce qu'on observe dans ces 8 privacy coins, dans ce secteur? On observe deux extrêmes. Le Cloac, qui est extrêmement fort, donc qui veut monter, d'accord? Et on a le Dash extrêmement faible qui veut descendre. OK? Donc ils ont complètement ils sont en polarité opposée de comportement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, si on pense que le marché va avoir une possibilité de partir au nord, et s'il y a un départ au nord, eh bien, on pourra investir sur du Cloac, parce que le Cloac est extrêmement fort et il veut monter. Et si demain le marché capote, eh bien, on peut par exemple spéculer sur une baisse du Dash. D'accord? Donc ça, c'est déjà une possibilité, donc ça nous donne des moyens d'intervenir. Autrement, ce que l'on peut faire aussi, donc c'est dans ces 10 listes, on peut observer donc ces comportements et ensuite commencer à accumuler. Par exemple, moi je procède de cette manière-là sur les actifs qui, en journalier, commencent à passer un certain temps au-dessus de la moyenne mobile 20 simple et en plus, c'est encore mieux si la moyenne mobile 20 simple est légèrement montante. D'accord? Donc, j'essaye de voir en journalier si on est en train d'accumuler au-dessus de la moyenne mobile 20 journalière et j'essaye de me positionner donc par secteur sur les plus forts. Donc, Cloac, c'est le plus fort. PIVX, il y a 3-4 jours, c'était le plus fort. Mais Cloac, c'est le plus fort. Et à mon grand... il s'éclate, qu'est-ce qui se passe derrière cette montée? Israélienne. Le Zcash, eh bien, c'est mou en ce moment. Il n'y a pas d'intérêt acheteur pour l'instant sur cet actif. Peut-être un peu plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le XMR, c'est très très mou. Il n'y a personne qui en veut. Je ne sais pas pourquoi. Mais pour l'instant, c'est le cas. Et l'actif le plus fort, c'est le Cloac. Je ne sais pas pourquoi. On m'a dit qu'il allait y avoir quelques petites restructurations au niveau de l'équipe, enfin des informations. Bon, bref, le Cloac, c'est le plus fort des privacy. Donc, si vous voulez faire quelque chose, c'est shorter du Dash et acheter du Cloac. Ça peut être une stratégie dans les privacy. Donc, je vous invite à faire une dizaine de secteurs et à voir comment se comportent les actifs dans chaque secteur. Donc, ça fait déjà un exercice sympa en attendant que le BTC bouge et pour ne pas être surpris, parce que si ça pump, ça peut partir très très vite. On a vu il y a 2 jours Salt. Salt, c'est une location de plateforme de prêt. Eh bien, Salt a fait 50% quand même de déplacement. Bon, il a corrigé un petit peu au fil de la journée et il a clôturé à 25%. Et il est encore assez fort aujourd'hui. Donc, on voit qu'il y a des possibilités, en fait, si on est sur des rebonds possibles, de faire de beaux petits mouvements. Okay? Donc, préparez, si vous le permettez, vos listes par secteur, histoire de faire un peu d'exercice. Et ensuite, commencer à préparer le terrain. Parce que si demain, ça part aussi bien vers le haut que par le bas, il y a des possibilités, en fait. Moi, je sais que si demain, le marché s'effondre, je vais sur Bitfinex, par exemple, et je vais aller shorter du Dash parce qu'il est extrêmement faible, il veut partir à la cave. Ça sera un caviar sur cet actif de faire une vente parce qu'il n'y a quasiment pas de retracement, il s'effondre, il tombe tout seul. Par contre, si le marché performe vers le haut, eh bien, j'irai peut-être investir sur du Cloac. D'accord? Et donc, en ayant une idée sur les secteurs des plus forts et des plus faibles, ça permet déjà d'avoir, on va dire, en portefeuille, en gros, une dizaine de pièces. Excuse-moi un instant. David? Oui. Ton micro, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui crouille, ou je sais pas, on dirait qu'il y en a un qui... Ouais, est-ce que c'est possible de... Il y en a un qui est en train de s'amuser avec copine, ou je sais pas. Non, il y a personne.
Il y en a qui est en train de, qui est en train de mettre des gifles. Bon, donc voilà, l'idée c'était ça. Et une deuxième petite pépite, c'est Sia Coin. Sia Coin qui est en train d'accumuler justement au-dessus de la moyenne mobile 20 journalière et qui prépare en fait un hard fork le 31 octobre. Donc éventuellement peut-être regarder Sia Coin si on peut accumuler un petit peu parce qu'il est je ne vais pas dire qu'il est pas cher, mais il est sur un prix, je crois, de Alors, une centaine de Satoshi. Tu nous en as parlé la semaine dernière, celui-là, non? Ça me dit quelque chose. Non, Ouais, si, le SIA, le Sia Coin. c'est un hard drive. Un coin inconnu au bataillon me parle, c'est que tu en as forcément parlé. Il accumule au-dessus de la 20. Il y a un hard fork. Le Siacoin, ça fait 2 ans que c'est quand même un projet qu'on trouve tous très prometteur dans les communautés de technologie. Personne n'en veut. On va voir, peut-être c'est l'occasion de voir si on se partage sur le site. Juste une mise en garde, c'est un petit peu buy the rumor, sell the news. Le Sia Coin, s'il prépare un hard fork, et on peut le constater sur beaucoup de charts, c'est vraiment un fait établi. En général, ça a tendance à beaucoup monter avant le fork et quelques minutes après le fork, quand tout le monde a reçu ses coins. Ouais, un gros dump massif, mais vraiment quelques minutes après. Donc si jamais vous en avez acheté ou vous allez peut-être en acheter suite à l'intervention de Jean-Luc, alors déjà prenez garde. Non, c'est pas un conseil d'investissement, c'est juste. Oui, non, mais je le répète à chaque fois, je pense qu'on est tous habitués, il n'y a pas de souci. Mais faites bien attention. Après un hard fork, ça y est, il l'a trouvé. Ça y est, il l'a trouvé. Oh, le voyez. Je pouvais pas ne pas mourir de rire quand elle m'a sorti ça. Moi, je sais pas, d'un point de vue technique, je le regarde là, du coup, le SIA, c'est bien SCBTC, c'est ça? SIA. Ouais, SIA. Attends, moi, il m'a sorti SCBTC pour le SIA Coin. Ah oui, c'est possible aussi. Ouais, c'est ça, c'est le SC, c'est exactement ça, c'est le SC. SCBTC. Bon, alors, du coup, ça se traite pas en dollars. Déjà, c'est obligé par rapport à BTC, c'est ça? Je crois que ça se traite en USDT, non? SIA Coin, ouais, t'as de l'USDT, t'as du BTC principalement et de l'Ether aussi, ouais. Bon, remarque, l'USDT a survécu à ces conneries, donc maintenant, ça devrait être mal. Faut faire gaffe. Hein. Incroyable. Il faut pas acter ça sur le... Ah non, moi je maintiens mon avertissement, il ne faut pas en avoir, parce que voilà, je savais que ça allait merder à un moment donné. Maintenant, ce que je vois, c'est que ça a merdé, mais que ça survit. Donc en attendant, moi je voulais voir ce qui se passerait quand ça merdait. Ça a fait 0,85, ça aurait pu être pire, mais il fallait que ça arrive. Donc pour l'instant, je veux dire... Franchement, c'était plutôt rassurant. Hein. Oui, voilà, moi honnêtement, de ce que je vois d'un point de vue spéculatif, c'est plutôt rassurant. Hein. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller, mais en tout cas, ça veut dire que je suis moins alarmé que je pouvais l'être précédemment. Moi, je voyais un risque, et j'avais toujours été clair, j'avais bien dit c'est un risque, mais comme c'est un risque qui ne rémunère pas, autant ne pas le prendre. Maintenant, aujourd'hui, je vois qu'il y a moins de risques que ce que je pensais, donc je suis moins alarmé. Donc là, si tu veux, je vais faire mon analyse sur l'USDT, parce que je préfère faire ça que par rapport au Bitcoin. Et ça me paraît pas dégueu, mais je dirais pas tout de suite. Tiens, d'ailleurs, en USDT, attendre une nouvelle phase de conso et jouer le prochain cycle haussier. Donc pas tout de suite, peut-être attendre fin octobre. Effectivement, ça semble se rapprocher vers fin octobre, mais je pense que ça peut consolider avant. Moi, je n'achèterai pas maintenant, en tout cas. Dans tous les cas, c'est peut-être un petit peu dangereux d'acheter parce que, alors là, c'est un avis strictement personnel. Il n'y a rien pour étayer les dires. Mais là, je vais parler un peu de l'USDT. Suite au big pump qu'on a eu et au dump juste avant, là où on est parti très fort vers le haut, je crois qu'on est monté à 6008, voire un petit peu plus sur certains exchanges. Depuis, l'USDT a du mal à se restabiliser. Il a stagné autour des 90, 95 centimes, alors que normalement il devrait avoir la valeur toujours $1. Donc pour l'instant, il faut faire attention, je dirais, avec l'USDT. Tu nous laisses 2 minutes pour aller voir ça, c'est USDT, hein, Cross. Exact. Et en attendant que tu regardes ça, Thomas, Anaïs, parce que vous m'avez parlé, vous tradiez un petit peu gestion de portefeuille. C'est quoi vos valeurs phares à vous en ce moment, ou qui sont restées? En ce moment, c'est tu prends le téléphone, tu le jettes et puis tu oublies. Ouais. C'est vrai qu'en ce moment, c'est une alternative. On pleure un petit peu. Mais vos valeurs vraiment. Honnêtement, en ce moment, on n'a pas spécialement de valeur référence. Là, j'espérerais un léger rebond, enfin, en tout cas, un petit target à court terme là, sur BTC à 7000.
Mais je sais pas, je suis un peu sceptique. J'ai pas suffisamment une bonne lecture technique, si tu veux, dans le cours. Voilà, quelques bases, mais pas. Ah bah, je te pas comme rassure, là, honnêtement, celui qui arrive à te faire une lecture technique du BTC en intraday en ce moment, c'est un Ouais, c'est bien chaud. gros mythomane. Hein. Ne le crois pas. Je trouverais pas mieux, quoi. Ne le crois pas. C'est- J'avoue que c'est chaud là parce que il y a pas de ce mouvement franc, c'est pas trop allé et là, si tu avoues, moi personnellement je la joue un peu au feeling. Alors en ce moment c'est un peu du hold et puis je me concentre sur d'autres projets et puis je dis allez, je dis rendez-vous fin d'année pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis alors je sais pas effectivement le moi, j'aurais tendance à dire que ça va pas prendre 2 ans quand même pour bouger et bouger assez fort, parce que je pense qu'il va y avoir une question d'adoption un peu aussi avec les institutions, avec les grosses boîtes, les États, etc., qui rentrent dans la boucle. Donc mon Moi, je frère me pense dirait pire, pire qu'il que commence ça. à y avoir du mouvement, tu vois. Il commence à y Pour avoir avoir du un. mouvement, dis-toi un truc, il n'y a pas besoin qu'il y ait les institutionnels. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, la phase dans laquelle on est, elle ne durera pas pour des raisons techniques. Quoi qu'il arrive, la volatilité va revenir. Ça, tu peux être sûr. Après, Elle peut s'exprimer dans les deux sens. Là où la seule différence sera, c'est que si effectivement il y a des institutionnels, ce que je te dis là, c'est intéressant, hein, mais il faut faire attention. Voilà. La différence, c'est que le particulier a beaucoup plus de chances de devenir ce qu'on appelle un switcher, c'est-à-dire le mec qui va à la base faire un buy and hold et puis, force de circonstances, va changer et il était buy and hold, puis il va se mettre à revendre si on va à 3000, voilà, il va se remettre à spéculer parce qu'il y a un appel spéculatif chez les particuliers et les personnes non expérimentées. Ce que n'aura pas évidemment un j'ai une petite question à te institutionnel. poser. Vas-y. Quand tu parles des instis qui vont rentrer, etc., c'est vrai qu'on sent un gros mouvement, comme dit Thomas. Faut savoir que la plupart des gros portefeuilles aujourd'hui passent par l'OTC. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact aussi sur le marché ou ça passe tout un peu en Alors, loose day sous le tapis? Oui, Laisse-moi ça finir, aura un justement. Ce que je impact. disais, c'est que ça, on n'en saura rien tant qu'on n'aura pas vu la structure de la phase de hausse. Moi, là où je pourrais te faire la différence entre te dire, là, ceux qui ont hodl, c'est des particuliers ou ce sont des spéculateurs professionnels, donc des institutionnels. Parce que dans tous les cas, hein, là, tu vas pas avoir une phase d'investissement massive, horizon 10 ans et compagnie. Là, tu vas avoir que du spéculateur. Hein. Donc, les fonds qui seront alloués à la crypto, et je le maintiens, même s'ils sont, entre guillemets, estampillés institutionnels, restent des fonds spéculatifs. C'est-à-dire qu'un mec qui a une gestion de 10 milliards, il ne s'amusera pas à foutre plus de 50 millions là-dedans, quoi. Hein. Ce qui est déjà beaucoup, mais ça restera une portion d'investissement, un portefeuille Pas spéculatif. d'accord du tout. Non, pas d'accord du tout. Ah Pas oui, d'accord du tout. Pas Choc d'accord des du tout sur titans. les chiffres. Et là, je te réponds pas d'accord du tout sur les chiffres, mais aussi parce que je parle à justement ces institutionnels-là qui ont des portefeuilles. On n'est pas du tout dans cette structure de pourcentage, hein, les gars. Après, maintenant, je te laisse parler. Non, vas-y, finis, ça m'intéresse. Mais Non, attention, il y a le discours qu'on va te donner, parce que toi, tu es dans le milieu, enfin, tu es dans le milieu, tu vas dire tu es dans la crypto-devise, donc toi, on va te donner ce que tu veux entendre. Oui, Moi, je suis ça d'accord. m'étonnerait Il y a ce que je dois faire. Non, mais je suis qu'un d'accord fonds avec toi. Et autre il y a que ce que je dois faire. spéculatif octroie plus de Attends. 10% de son capital à la crypto-devise, ou à la Attends, crypto c'était pas en général. 10%. C'était pas 10% quand tu as donné les chiffres. Déjà, tu vois, c'était pas 10% ce que tu as dit comme Oui, chiffre. bon, effectivement, non, allez, C'était 500 millions, 0,5. 500 millions sur un fonds de 10 milliards, mais ce qui est déjà Voilà, énorme. là maintenant on parle. Là, tu vois, on est sur des chiffres qui sont plus Oui, effectivement oui, plus 50, pertinents. c'est vrai que c'était plutôt 500. Voilà, on va dire du 5%, Voilà. c'est ce que je te dis. 5 à 10%, Voilà. c'est Là, on est la d'accord. globalité de ce qu'on appelle un portefeuille spéculatif Ouais, dans un parce que portefeuille global. Mais attention, des gestions de 10 milliards, déjà, il n'y en a pas non plus. Voilà, bon, il y en a Oui. beaucoup, hein, c'est sûr. Mais bref, voilà, ce que je voulais dire, c'était ça. Ça fait que, quoi qu'il arrive, on va être entre des mains plutôt spéculatives. La question est de savoir si ce sont des petites mains spéculatives qui vont avoir une propension psychologique à changer de camp très rapidement, ou au contraire des petites mains, des mains institutionnelles spéculatives un peu plus avisées, qui elles, par contre, vont faire des vrais buy and hold avec une vraie gestion du risque, dans le sens où, comme je l'ai dit, si tu mets 5% de ton capital dans un projet, tu n'en as rien à foutre s'il meurt. Donc, tu es prêt à faire un vrai buy and hold. Si à côté de ça, c'est toute ton épargne et toute ta vie qui est en lien avec cet investissement-là, ça relève plus de l'investissement. Et malheureusement, là, tu auras beaucoup plus de chances de devenir un switcher. Alors, Donc, je me permets de, juste avant de changer de sujet, parce qu'on va passer au grand débat, je pense qu'on pourrait retourner la question différemment. Je sais que c'est un peu tordu ce que je vais faire, mais est-ce que ce serait pas plus risqué de ne pas rentrer dans le Bitcoin aujourd'hui?
avec le mouvement qui est en train de se créer, toute la synergie, tout l'écosystème qui est en train d'émerger, est-ce que c'est pas plus risqué de ne pas en faire partie et donc de ne pas en acheter, de ne pas rentrer dedans, pardon, et de tout laisser en plan, plutôt que justement faire l'inverse? Bah, comment dire, tu poses la question à des mecs qui sont quand même volontairement orientés dans ce débat-là. Hein. Ouais, Non, ouais, forcément, mais volontairement orienté. Le mec qui vient ici et qui ose te dire ah non, quand même pas. Ouais. Non, je pense qu'on est tous d'accord pour dire oui, on doit tous en avoir au moins un petit peu ou des actifs très fortement corrélés à tout ça. Sinon, on ne serait pas là pour en parler. Je veux dire, il est lundi soir, hein, comme on disait tout à l'heure, on n'était peut-être pas tous au meilleur de notre forme. Donc, si on est là à en parler, c'est quand même que ça nous intéresse un peu. Sinon, oui, non, mais ailleurs. après, Non, quand je parle aujourd'hui, vraiment c'est- de... Excuse-moi David, vas-y. aujourd'hui, c'est des décisions individuelles, tout ça. Nous, c'est des choix personnels qu'on a pris. Moi, tu vois, j'y vais pour l'attrait de la technologie parce que je considère que quand je vois le potentiel d'IT et d'architecture et ce qui se fait aujourd'hui au sein des entreprises et des besoins qui vont arriver, ça va être un impondérable. Mais c'est mon avis personnel, tu vois, de mec qui a de l'expérience dans le digital. Maintenant que chacun se fasse son avis avec ses propres convictions, je suis pas là pour mettre un flingue sur la tempe, tu vois, à des gars en disant achète du BTC sinon tu vas mourir, ou tu vois, regardez ce petit panda, il est mort si vous n'achetez pas du BTC. Tu vois, on n'est pas là pour dire ça. tu aurais peut-être Tu plus vois. de les vendre comme ça. Voilà. C'est pas mal, c'est comme idée. Mais, ah non, mais il faut faire gaffe avec moi. Mais tu vois, aujourd'hui, tu vois, et ce qui n'est pas plus compliqué d'y rentrer, machin, bah, comme d'habitude, sauf que la décision est un peu moins compliquée qu'en décembre. Ou en décembre dernier, on le disait, attention, des mouvements comme ça, on ne voit qu'une fois tous les ans, voire tous les 2 ans. Fallait se rappeler qu'il y avait une ligne flat qui avait été faite lors du BTC. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une bonne période de ligne flat? Moi, tu vois, je suis pas analyste technique, donc je me repose pas là-dessus. Mon boulot, il est sur la technique. Bon, je propose qu'on passe au grand débat de ce soir. T'avais quelque chose à rajouter? Ouais, je suis assez d'accord avec David. En fait, aujourd'hui, en fait, c'est l'intérêt technologique surtout qui doit primer. Je pense que c'est la démocratisation de l'usage, donc via l'intérêt que la techno représente, qui va nous conduire peut-être vers des prix plus intéressants via l'adoption massive, etc. quoi. Donc, j'aurais tendance à dire aujourd'hui, moi, c'est pareil, hein, c'est un pari sur la techno, quoi. Bah, l'écosystème est en train de se construire. Quand je vois, enfin, je peux prendre C'est un ça. exemple, Sarah Diane qui commence avec le projet Sandblocks que vous connaissez bien, je pense du coup. C'est un projet très intéressant qui marche par le biais d'un système blockchain et qui est crypto-monétisé. Ça se dit pas, mais j'aime bien inventer des termes. Qui est entre guillemets crypto-monétisé. C'est intéressant, c'est un pas vers l'avenir. Et je sais que je cite tout le temps cette phrase de Maurice Blondel, mais l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Et c'est toutes ces startups, tout cet écosystème qui est en train de se préparer. Alors, juste un petit fait intéressant, Sarah Diane vient d'être listée dans le top Forbes des femmes les plus influentes dans la tech. Sérieux? Je crois qu'on peut tous applaudir. Ouais, c'était il y a une semaine. Ah ben. Je travaille étroitement avec les équipes. Donc en fait, tu vois, c'est important parce que ça veut dire que... Et c'est important parce que tu sais, c'est une femme dans la tech, il y en a peu, faut vraiment le rappeler, il en faut plus. On le voit dans les entreprises les plus successful, il n'y a pas à dire, tu vois, c'est... Moi, je crois pas à l'égalité des sexes, je crois à l'inégalité des sexes. Il n'y a vraiment pas assez de femmes dans la tech, on en a besoin. Alors, on le voit ce soir, par exemple. Sur un groupe type comme là, on a que deux présences féminines. Et qu'est-ce qu'on est content de les entendre. Punaise, j'ai complètement oublié. Juste avant le grand débat, du coup, on prolongera un petit peu l'émission. Louise, ta chronique news? Parce qu'on est parti dans notre marché là. Ouais. Alors pour moi, il n'y a pas énormément de news, mais elles sont assez intéressantes quand même. Il y a Glassdoor qui est donc l'appli et le site internet qui liste un peu les emplois et les salaires sur internet. Et en gros, ils ont sorti une étude là où ils montrent qu'il y a une progression de 300% sur les métiers qui sont indexés par le mot blockchain en mots-clés. Et
Du coup, c'est très encourageant, c'est-à-dire qu'en fait, le nombre d'offres d'emploi explose autour de la blockchain et de la crypto. Ils ont recensé donc les entreprises qui justement sont des grands, enfin, qui embauchent beaucoup actuellement. Et bon, on a Coinbase, mais on a aussi des grandes boîtes du type IBM ou Accenture ou JP Morgan ou Oracle. Et au niveau des villes, c'est assez pareil, c'est bien réparti. Donc on a New York, San Francisco, Londres, Alors, c'est une Singapour. question très intéressée. Est-ce qu'on a des emplois sur France? Est-ce qu'on a des entreprises françaises, des emplois Alors sur France? justement, enfin, dans les reports qui ont été faits sur les diverses agences de presse, la France justement, enfin Paris n'apparaissait pas. Hmm. Euh, Ah ouais. ouais, Comme c'est assez étrange. d'habitude. Ouais. Bon après Non, Glasgow, mais c'est vraiment, c'est pas franco-français Oui, forcément. ni européen comme moi, étude. Donc t'as deux choses effectivement, à, oui, en t'as, termes t'as de deux volume. choses à ça. T'as deux choses qui expliquent ça. C'est que déjà aujourd'hui, tu vois, l'activité des gens, des professionnels de la blockchain, et il y a beaucoup de freelance euh, aujourd'hui. Et tu as un deuxième truc, c'est que pour l'instant, tu vois, il est encore très compliqué pour une boîte française d'avoir un compte en banque en France, de faire une ICO en même temps. Ouais, Ça, c'est exactement. un problème qui va se résoudre dans les 4 à 5 prochains mois et ça va mieux se passer. Après, tu Ouais. as une augmentation en France déjà pour enfin, tu vois, on va dire deux bonnes raisons. Tu as deux boîtes, elles s'appellent Ledger et Arcos. Et celles-là, je peux te dire qu'elles ont créé des divisions blockchain et que c'est pas possible qu'elles aient pas à peu près, tu vois, triplé les effectifs blockchain français rien que par ce genre d'action. Non, non, mais clairement, mais après, je pense qu'en termes de volume, une boîte comme IBM ou Accenture fait, enfin, Oui, quand ça y va, ça y va. à un autre niveau, quoi, au niveau de l'embauche. Voilà. Mais Bah, AXA après, Venture qui possède effectivement, indirectement le Bitcoin, hein. Moi, je vais Enfin, te donner, un moi, je vais te sous-traitant donner, du Bitcoin, on va dire. je pense qu'au niveau voilà. startup, ça se vaut et que Paris est peut-être même Ouais, plus dynamique que ces villes-là, mais c'est juste qu'après, en termes de grandes boîtes, ouais. Après, moi, je vais te dire, euh, le chiffre que j'en ai, c'est sur mon Sales Navigator de LinkedIn. Il y a 6 mois, quand je tapais blockchain, que je recherchais à peu près tous les acteurs français qui étaient dans mes cercles, on était peut-être à 800. Et là, quand je tape blockchain et que je regarde, tu vois, les acteurs, là, on est ouais, 20 000. ouais. Hmm. Non, mais du Bah, coup, ça se 300% démocratise. sur une année, c'est énorme en termes d'emploi. Après, sinon, une autre news un peu plus people. En fait, il y a une championne de tennis, Caroline Wozniacki, alors je sais pas trop comment ça se prononce, qui a sorti un token à son nom. Et du coup, c'est sur une tendance un peu générale. En fait, c'est une société qui a été créée à Singapour et qui, en gros, propose de tokeniser les célébrités. Oh là Euh, là. Et non, mais ça craint ce que tu dis parce qu'il y en a il y en a de plus en plus. Il y a un youtubeur polonais qui fait Ouais. ça. Et il y a l'ex-conseiller de Trump qui est en train de aussi lancer son token pour financer sa campagne. Mon Dieu. Les Alors, Ouais. mecs, bon, le allez, financement de campagne, mais, c'est pas inintéressant. Tokeniser les Le stars, personal on brand s'en token, branle, quoi. c'est une tendance en ce moment, comme tu dis. Voilà, Et c'est exactement. Brand token, c'est ça. Ensuite, on a putain. Power Ledger qui a gagné le premier prix de l'Extreme Tech Challenge, donc, qui a été organisé par Richard Branson, un crypto-enthousiaste qui a aussi créé Virgin. Et Ouais, donc, accessoirement. Ouais. Notamment. Accessoirement. c'est bien de me présenter comme ça, en fait, je me dis c'est quand même plus original. Et sinon, il y a Coinbase aussi qui a publié une étude qui, bon, alors ils ont mis leur classement de leurs meilleures universités selon eux, mais bon, ceci dit, c'est quand même assez, ça correspond assez bien à ce que disent les classements internationaux, et qui donc conclut que 42% des 50 meilleures universités ont des cours sur la blockchain et la crypto-monnaie, et que évidemment c'est un levier intéressant parce que qui dit formation dit emploi, et on en revient à l'étude de Glassdoor, et qui dit même prestige universitaire dit qu'au niveau politique il y a forcément une évolution. Ça commence à se T'as vu bouger. que Capgemini a sorti une étude aujourd'hui sur la blockchain? Bon, Non. c'est Capgemini, hein, ils se placent, hein, les mecs. Hein. Ouais, ouais. Je À pourrais pas te Capgemini, dire. grosse société de Voilà, dev, hein. ouais, voilà, de SS2I et de stratégie. Alors, je sais pas si c'est du pipeau et tout, parce que j'ai pas encore lu l'analyse complète. Et bon, moi, je me méfie toujours des analyses. Ouais. Mais en gros, tu vois, les mecs ont prophétisé 2025, 100% des entreprises ont un plan blockchain, blablabla. La Ouais. blockchain intégrée dans leur IT et leur infrastructure. Donc voilà. Mais ça révèle de quelque chose, tu vois. C'est-à-dire Ouais. que les projets blockchain maintenant passent les concours de Tech Challenge. C'est-à-dire qu'on n'est plus, tu vois, des trucs qui gagnent x100, x20, x30. On est une techno. Mm. Non, mais Tu c'est vois, marrant,
et les SS2I et tout commencent à comprendre comment elles peuvent facturer à leurs clients tu vois, en appliquant de la conseils blockchain blockchain, à ouais. l'intérieur. Voilà. Et donc, on est en train de créer une activité. Et en fait, c'est bien comme ça que ça va monter, quoi. Ouais, exactement. Bah, et en fait, c'est vraiment ça la tendance de tout ce que, enfin, de toutes ces news, je trouve, c'est vraiment de dire que ça commence à toucher donc tous les secteurs de l'emploi, même des sujets un peu voilà, frivoles comme le Pupol, et sinon, voilà, même des concours très tech, enfin, et les universités, donc c'est vraiment dans une généralisation. Et je trouve qu'on sort vraiment de la marginalisation un peu de la blockchain. Bah, Enfin, c'est l'étape suivante, hein. C'est comme pour comment dire, une phase, enfin mince, la durée de vie d'un produit avec les différentes phases. Pareil pour les marchés, justement, où on passe de l'absurde à l'évidence même que tout le monde a besoin de blockchain et de crypto, on peut le mettre entre parenthèses du coup, mais tout le monde a besoin de la blockchain parce que c'est révolutionnaire, et ensuite ça deviendra une banalité. ouais. 2025, j'en sais rien, c'est peut-être vraiment s'avancer et s'appeler un petit peu Madame Irma, Non, mais bon, mais c'est Nostradamus, hein, Capgemini. ouais, Et, voilà, mais 2025, on a intégré qu'on gagnerait tant bah, de tu vois, c'est dé- ça dé- qu'ils disent. déjà en 2025, alors théoriquement, hein, il y a le voyageur du futur qui nous avait dit qu'on vivra tous dans des citadelles et que la civilisation telle qu'on l'a connue devrait changer. Voilà, c'est 2025, donc c'est sûr qu'il y aura blockchain partout. Voilà. Pour les plus néophytes, allez voir Le Voyageur du Futur 2025, c'est sur Reddit. Je vous laisse lire et vous en servir de Bible. Enfin bref. C'est tout pour toi, Louise? Oui, c'est tout pour moi. Non, j'ai une dernière info, mais là, du coup, c'est vraiment très axé blockchain. Mais en gros, c'est la dernière utilisation qui a été faite, un peu médiatisée. Et donc là, c'est les Émirats Arabes Unis et la Belgique qui ont décidé de créer un projet, en fait, d'utiliser une blockchain pour relier la logistique entre leurs deux ports. Donc ça concerne vraiment de la logistique maritime. Ça s'appelle Silslal. Voilà. Ah Et bah c'est c'est pas par là mal. qu'on va avancer souvent, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crypto-monnaie, il y a juste, tu vois, un Exactement, système là, c'est vraiment que la IT. techno. Mm. Ouais, t'as Bah, que la techno, ouais. c'est typiquement de la supply chain brute, ça. Ah Ouais, bah Mm. oui, mais c'est c'est la vraiment ça, c'est première, la chaîne enfin, d'approvisionnement. c'est le fondamental, hein, c'est le fondamental. Donc, ça veut aussi dire un truc, hein, les mecs, c'est qu'on n'a pas besoin d'une crypto-monnaie pour faire une supply chain, Alors, d'accord? Oui. je vais m'amuser encore à retourner la chose, David. Pour l'instant, on n'a pas besoin de créer une crypto, parce que j'imagine, alors là, il y a à moitié de la spéculation et une évidence qui s'installe. Entre donc les Émirats, c'est ça? Les Oui, c'est Émirats et ça, la les Belgique. Émirats arabes unis et la Belgique. Je soupçonne qu'ils s'échangent en majorité du pétrole. Je pense pas trop m'avancer en disant ça. Ou même aujourd'hui on a de l'USD pour ça. L'USD va très bien. Mais le jour où l'USD commence à avoir un petit peu de mal ou à faiblir ou n'est potentiellement même plus la monnaie mondiale mais devient juste une devise d'un pays et plus vraiment voilà la devise mondiale qui passe partout, pourquoi pas ne pas avoir un système pour complexifier et en même temps simplifier cette chaîne. Il y a la supply chain classique pour l'échange, la logistique, tout ça, et on y intègre directement un système de paiement automatisé par blockchain. Donc lié à une Ouais, mais crypto, lié à quelque chose Attends, derrière. ouais, attends, ça passera pas. tu simplifies vachement la supply chain comme la comprends. Ouais, Bah oui, Ouais. mais C'est pas ça, non, enfin, la supply bah, chain, c'est pas que ça. oui, non, la c'est pas que réalité, ça, mais la tout réalité, automatisé. non, non, mais automatisé, oui. Mais la réalité, c'est que tu vois, quand tu es un VeChain ou un machin, je veux dire, t'as peur pour tes miches. Parce que si tu fais que de la supply chain, excuse-moi, mais on n'a pas besoin de toi. Tu vois, faire des nœuds et en faire 80, et c'est largement suffisant pour assurer une sécurité informatique, n'importe quel gouvernement peut le faire, tu vois. C'est-à-dire que décentraliser, ça ne veut pas forcément dire pouvoir partager. Bah, et pourquoi pas Oui. non, c'est pas forcément décentralisé, mais il n'y avait pas de notion de décentralisation là-dedans. Mais pourquoi pas, je sais pas, je sais même pas ce que c'était la devise belge avant l'euro, mais un crypto de franc belge, quoi. Enfin, excusez-moi, j'en sais rien ce que c'était avant, mais un crypto franc belge directement lié. Enfin, toujours dans la spéculation brute, hein. Il y a rien de réel que je puisse affirmer là, mais toujours spéculer un petit peu dessus. Et au final, l'automatisation, dans tous les cas, c'est ce vers quoi on se dirige.
ça peut en faire partie. Après, ça se trouve, il peut y avoir d'autres solutions auxquelles j'avais pas pensé. Enfin bref, je propose qu'on passe au grand débat, parce que c'est vrai qu'on s'égare un petit peu là. Thomas, Anaïs, votre conférence, le forum économique, c'est comme ça qu'on peut l'appeler du coup. Économique et blockchain. Je crois qu'on a perdu Thomas. Je crois qu'il a oublié que. Il est déjà sur Minecraft, ça y est. Allez, pardon, j'étais en train de dormir. Non, excusez-moi. Oui, effectivement, ouais, on appelle bien ça un forum économique. Alors, pourquoi on appelle ça comme ça? C'est une bonne question. Parce qu'historiquement, c'est un rendez-vous annuel qui a lieu, je crois que c'est le troisième ou le quatrième cette année, d'accord, sur notre secteur géographique là, de Vitel. Donc après, on y rajoute, si tu veux, la thématique. Et cette année, on a fait le choix de la thématique numérique et blockchain. Alors, on l'a pas appelé blockchain directement pour la simple et bonne raison, c'est que le public, on va dire, présent et la volonté, c'est de démocratiser effectivement la blockchain, bien sûr, mais tu ne peux pas parler de blockchain à des néophytes sans déjà passer par le côté numérique. Je vous rappelle en fait assez rapidement les personnes qui sont invitées et qui participent à ce forum économique. Donc c'est entre 150 et 200 personnes, peut-être un peu plus cette année. Et donc c'est composé, alors il y a très peu de TPE, il y a un petit peu de PME, pas mal d'entreprises de taille intermédiaire et quelques très grosses sociétés, voilà, très grands groupes. Alors, c'est pas des techniques en face, d'accord. C'est pas du tout un discours d'expert à expert. L'objectif, c'est démocratiser l'accès à la blockchain, vulgariser la blockchain pour que l'auditoire qui soit en face comprenne les enjeux qui lui sont liés. D'accord, celui qui bosse à l'export, qui a 3 filiales à l'export, comment justement la chaîne, la blockchain peut lui être utile. Dans les très grands groupes, comment ça peut être alors nous, par exemple, sur Vitel, tout le monde connaît l'eau minérale de Vitel. Je pense que c'est une marque aujourd'hui mondialement connue, même titre que Coca ou que d'autres marques. On a Vitel, on a Contrex, on a Epar, qui sont les 3 marques phares du secteur. Donc tout ça, ça appartient à Nestlé. Donc Nestlé, forcément, s'intéresse au monde de la blockchain. Alors, je n'ai pas la preuve directement, mais j'imagine que des grands groupes comme ça portent la réflexion, en tout cas sur ce type de techno. Et c'est eux aussi justement qui vont, on parlait tout à l'heure d'institutionnels. Eux, ils ont carrément la puissance de frappe nécessaire pour aller vers un usage technologique massif de la blockchain. Ça, c'est intéressant de se faire la réflexion dessus, indépendamment de la partie crypto, de la partie spéculative, bien entendu. Et donc oui, donc là on a donc ce forum économique. Je m'excuse, je me disperse un petit peu. Ce forum économique, en fait, il est orienté sur la thématique numérique et blockchain, parce que je pense qu'aujourd'hui, un petit peu à l'image de la blockchain, on va essayer de se décentraliser et essayer d'apporter de l'emploi, donc au travers du numérique et de la blockchain, dans les zones entre guillemets plus rurales. On est à peu près sur 10 000 habitants sur les deux grosses villes, Contrexéville et Vitel. Donc on n'est pas une grosse agglomération, d'accord. On est un secteur géographique qui est très bien équipé en qualité de vie, en infrastructure, j'allais dire numérique. On est très bien desservi. Mais aujourd'hui, c'est comment on va faire pour aller prendre le virage numérique sur ces territoires-là, comment y créer de l'activité, de l'économie, y créer de l'emploi, parce que malheureusement, aujourd'hui, on fait le constat, dans les zones rurales, les jeunes s'en vont pour partir plutôt vers les grandes villes, là où ils vont suivre leurs études, etc., et ne retourneront que très rarement dans la campagne, quoi. Les campagnes, à un moment donné, commencent à être délaissées et puis sont en perte de vitesse économique. Ça, c'est un constat dans tous les pays en soi. Donc le forum économique qui se passe le 30 novembre, c'est un peu une première, et c'est quand même relativement très attendu là dans notre bassin géographique, dans les Vosges, et ça fait beaucoup d'écho aussi dans le Grand Est, parce qu'aujourd'hui un constat a été fait dans les réunions d'entrepreneurs. Tout le monde a le mot blockchain sur les lèvres, ça c'est clair. Particulièrement les ETI, les entreprises intermédiaires, ils ont tous le mot blockchain sur les lèvres. Le problème, c'est qu'en fait, ils savent pas ce que ça veut dire. Voilà. Ils sont tous persuadés qu'il va se passer quelque chose autour de la blockchain, mais ils ne savent pas du tout ce que ça veut dire. Ils ne savent pas
comment l'utiliser dans leur business, comment l'intégrer dans leur infrastructure. Ils ne savent même pas d'ailleurs si ça peut s'intégrer dans leur infrastructure. Et le but de ce forum économique-là, c'est de réunir des experts, vulgariser au maximum le message, et puis essayer de faire en sorte qu'à la fin, la majorité des personnes présentes arrivent à se projeter un usage de la blockchain dans leur business. D'accord ? Donc là, on est sur un public quand même qui est... ce sont des chefs d'entreprise. Hein. C'est pas, il y en a pas, à ma connaissance, il y en a très peu qui sont en lien avec le numérique. Hein, ils sont plutôt en lien sur des business plus standards. C'est sûr que dans la blockchain, on est vraiment sur un marché de niche encore pour le moment. Et donc, c'est une première. Et c'est une première qui est bien accueillie en plus par le monde économique local, par le monde industriel local et par les élus. Donc, on a hâte d'y être et puis de voir un petit peu ce que ça va donner, quoi. Voilà. Si j'ai répondu à ta question, Quentin ? Parfaitement. Oui, non, mais j'étais avec toi. Anaïs, t'as quelque chose à rajouter dessus ou... Non, je pense qu'il a tout dit là. Il a vraiment bien résumé. Alors Thomas, moi j'ai une petite question pour ceux qui seraient intéressés de venir. Est-ce que tu pourrais mettre un lien dans le chat ou vous donner le lien aussi par live si possible ? Ouais, je vais te faire ça après, en parallèle. Et puis... Elle aura lieu en idéalement, novembre. Ouais, c'est ça, le 30 novembre. Donc c'est à la mairie de Vittel. Hein, donc on a la salle, on a une belle salle d'honneur. Il y a Vittel, pour ceux qui connaissent pas, ça peut faire un petit peu peur les zones campagnardes, mais sur Vittel on a des infrastructures qui sont extraordinaires. Mais les gens sont très gentils. Les gens sont très gentils. Ça se passe bien, on mord pas ici. T'as un prêt contre la campagne, David ? Ah non, moi bien au contraire, justement, enfin c'est des endroits exceptionnels. En plus, venez, l'eau est très bonne. Je veux dire, donc mais non, sans déconner. En plus, Vittel c'est un cas à part parce que ultra subventionné, donc vous avez des installations dignes d'une station de ski quasiment. Non, vous serez étonné de voir que tout ne se passe pas qu'à Paris. Non, ouais. Je pense qu'il faut inverser la tendance en fait, c'est-à-dire que on arrive là et justement la blockchain le permet bien un petit peu dans l'aspect dans la philosophie, c'est décentralisé quoi. Pourquoi à un moment donné continuer d'aller sur les grosses agglomérations alors qu'on a des secteurs en soi qui ne demandent que ça, d'accueillir des sociétés, d'accueillir du dynamisme autour de projets et qui sont vraiment demandeurs. Hein, ici on est sur des territoires qui sont demandeurs de ça. Donc il faut y aller, il faut aller créer de l'emploi dans ce secteur-là, créer de la richesse. Et puis ça n'empêche pas en soi de toute façon, bien sûr, se rendre sur les grandes villes parce que c'est là aussi que s'y fait une bonne part du business et des affaires. Et je crois beaucoup en fait à l'aspect décentralisé de l'emploi via la blockchain. Je pense en fait dans ma philosophie à moi, je vous la partage ce soir. Je pense que la blockchain va replacer un peu l'homme au cœur du système. Et je pense qu'à un moment donné, en fait, c'était surtout le capitalisme ou la ressource financière, la valeur en fait qui dominait par rapport à l'homme. Je pense que la blockchain va redonner du pouvoir à l'homme. Bon, je ferai pas comme c'est Capgemini à faire une projection d'ici 25 ans, plus sur 50 ans. Mais en tout cas, c'est ma vision. Et oui, à Vittel, il y a un énorme potentiel. Il y a un énorme potentiel et j'espère, en tout cas, moi j'y crois dur comme fer que là, ce forum économique va amorcer une très belle aventure sur notre territoire. Donc bien sûr, tout le monde est bienvenu. Idéalement, il faut réserver parce que les places assises sont limitées et c'est aussi une très bonne occasion pour échanger. Il y a tous les consulats sont présents, il y a les conseillers du commerce extérieur qui sont présents. Hein, donc pour ceux qui veulent bosser leur contact pour aller à l'export, c'est le bon moment. Là, vous avez des gens qui sont en contact direct avec les différentes ambassades, les différents présidents d'autres pays. Il y aura la région Grand Est qui sera présente, parce qu'aujourd'hui on est sur les systèmes de grandes régions, hein, donc ça c'est des présences obligatoires. Et donc ça va être un bon moment, je pense, où il va falloir que le monde de la blockchain rencontre c'est pas pour dénigrer notre secteur tu peux dire le vrai monde. Je pense que le vrai monde de l'entrepreneuriat
et avec des gens avec des questions pragmatiques, efficaces. Il va falloir répondre quelque part en 5 minutes. Oui, mais la blockchain dans mon business à moi qui fabrique des chaises et qui les vend à l'international, à quoi ça me sert? Il va falloir être pertinent, hein. Il va falloir être pertinent, c'est tout, quoi. Ouais. Ouais. Ça sera pas simple, ça va être un bon défi, je pense. Mais c'est notre job aussi, hein, à nous, crypto fans, crypto boys, comme certains le disent, de se mettre aussi à niveau de ces entrepreneurs-là pour faire passer le message, parce que c'est au travers d'actions comme ça, à mon sens, qu'on va démocratiser la blockchain et son usage. Et je vais te dire, même pour aller un peu plus loin, moi j'attends ce moment avec grande impatience parce qu'on va faire un peu de ménage, tu vois. Oui, c'est vrai. J'aime bien ce mot-là. Voilà. On a énormément d'acteurs qui sont là et qui existent, qui de la gueule du monde. J'irai pas donner de nom parce que soit on les connaît tous, soit une recherche fait son œuvre. Mais voilà, tu vois, je veux dire, ça va faire du ménage entre ceux qui sont capables, de t'expliquer vraiment et d'analyser des business et de comprendre les enjeux, et ceux qui sont là un peu pour rigoler, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Donc, je pense que ça va être une belle action. Ça va être, je ne sais pas s'il y a déjà eu ce type de démarche dans le Grand Est, au national, je ne sais pas. Mais ouais, c'est très attendu. C'est très attendu en tout cas. Pas franchement, mais il y a j'arrive à capter beaucoup d'initiatives de ce type-là. Pas forcément. La plupart des, je dirais, des forums blockchain. Ils sont bien, c'est pas franchement pour les dénigrer, mais la plupart c'est des trucs un petit peu bidons où tout le monde cherche des advisors, des ICO en carton qui se présentent. Et voilà, c'est pas exceptionnel, mais voilà, c'est à nous. Mais je peux citer par exemple Cryptosphère, ils sont passés il y a quoi? Il y a un petit mois, il y a 3-4 semaines, une initiative pour ceux qui n'étaient pas là ce soir-là. Qui vise à justement préparer les étudiants au monde de demain, à la blockchain de demain, entre guillemets. Ils s'attaquent franchement beaucoup aux business schools. Ils commencent à être en partenariat avec certaines écoles. Justement, tu parlais, je sais plus qui parlait de cours sur la blockchain, sur le crypto-écosystème en règle générale. Et c'est sur ça qu'ils sont en train de vraiment d'insister. Là, ils viennent, je crois que c'était vendredi ou samedi, ils ont donné leur première conférence à Rennes, à leur succursale de Rennes. Plutôt pas mal. Et comme tu le disais, c'est vraiment à préparer pour demain. Et moi, je sais que j'espère être présent à cet événement, Thomas. Écoute, faut venir, il n'y a pas de problème. On en profite en même temps pour faire une bonne découverte du secteur, parce qu'on a quand même aussi les termes, où on s'est allié. Oui. Pour le côté plaisir. Et on a aussi le plus grand golf du Grand Est, faut le savoir. Et des golfs aussi, ça c'est important. T'oublies pas. Pour le business, of course. C'est clair. Non, mais bon, et les petites voitures électriques pour faire les jonctions entre les deux. On est d'accord, les petites voitures électriques, la voiture, c'est important ça. La Renault Twizy, là. Il y a un point qui est pas souvent valorisé sur ce secteur ici, parce que je pense que les gens en fait ils sont trop habitués, trop accoutumés, ou en tout cas cherchent peut-être à préserver aussi leur secteur. C'est qu'on est sur l'une des plus grandes zones écologiques de France. D'accord ? Aujourd'hui, on est sur des questions, les questions d'environnement, de qualité de vie, etc. Tout le monde y pense plus ou moins en fonction de ces contraintes. Et on est sur un territoire qui, quasiment depuis 20 ans aujourd'hui, fait du zéro pesticide. Faut le savoir. Ah ouais ? Ici, l'usage du Roundup, des produits phytosanitaires, des pesticides, des produits chimiques dans les sociétés, etc., ça fait il me semble même que ça fait 20 ans révolu aujourd'hui, que c'est interdit, c'est proscrit. Le green est un green bio. Enfin, les communes utilisent des pesticides. C'est vrai qu'on est sur un territoire vraiment préservé et on a beaucoup de chance ici pour ça. C'est top. Donc venez, mais pas trop nombreux non plus. Et pourquoi pas après. Ah oui, voilà, il va y avoir un engouement autour de la blockchain. Et après, il faut l'assumer. C'est comme ça, puis c'est tout. Ce qui me fait marrer, on va juste en revenir un peu, c'est
je trouve ça fou parce que tu vois, à l'époque de la bulle et du gros n'importe quoi financier qu'il y a pu y avoir, la question que je me posais, c'est putain, qu'est-ce que ça donnera ce truc quand on arrivera à stabiliser les prix? Donc en gros, qu'est-ce que ça donnera? C'est la question que je me posais du coup, il y a 6 à 8 mois de ça, un peu plus. Quand on va dire, on était encore au Dead Cat Bounce, voilà. Quand on était à 17 000, je me disais, bon sang, qu'est-ce qui va se passer dans la tête des gens quand on sera à 6 000, 4 000? À ce moment-là, c'était difficile d'imaginer vraiment, mais on savait que ce serait dans ces... On imaginait probablement que ce serait dans ces zones-là, par rapport aux extrapolations de ce qu'on connaissait déjà des bulles précédentes. Mais à chaque fois, chaque chose, effectivement, on disait toujours, toutes les bulles sont différentes, tous les cracks sont différents. Oui, mais bon, en attendant, on a quand même une tendance à revenir sur les mêmes prix, mêmes zones. Et je me demandais quelle serait la psychologie. Et franchement, aujourd'hui, je te jure, je suis assez surpris et assez marqué. Alors évidemment, il y a toute une pléthore de gens qui aujourd'hui n'en ont plus rien à branler. Mes amis en premier, hein. Je veux dire, je te dis, moi, je fais des... moi, ce qui me passionne dans le marché, c'est pas tellement de... le marché, c'est passionnant, mais c'est la psychologie qui est derrière que je trouve extrêmement marrante. Et de voir, en fait, oui, le marché, c'est avant tout le plus gros créateur de valeur qui est jamais arrivé, qui ait jamais existé, pour qui est assez intelligent, pour qui n'est pas suffisamment stupide pour se faire ruiner là-dedans. Mais bref, entre guillemets, tu vois, tous mes potes qui, à l'époque, sont venus m'emmerder, Bitcoin, file, achète des bitcoins, on était à 20 000, je leur disais, putain, barrez-vous de là, vous allez vous faire ruiner. Et aujourd'hui, je leur envoie tous la même chose pour leur dire, bon, voilà, on en est là. C'était il y a 8 mois, je vous ai dit de vous barrer et que si vous vouliez absolument acheter des bitcoins, il vaudrait mieux attendre que je vous dise de le faire. Aujourd'hui, on y est et voilà, je pense que c'est possible aujourd'hui d'acheter des bitcoins. Plus personne n'en a rien à foutre. Il n'y en a aucun qui est venu me dire ah ouais, c'est vrai, tu avais eu raison, maintenant je vais racheter. Personne. Ils s'en foutent tous en fait. Ils ne voient plus l'intérêt spéculatif. Donc la masse inéduquée a disparu. C'est bon signe. Ça, clairement, c'était un élément essentiel. Qu'ils disparaissent, ces gens-là. Et qu'on ait, au contraire, donc des gens éduqués. Maintenant, la question, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de savoir quel pourcentage de gens éduqués, mais toujours débutants dans la finance, on va toujours avoir dans ce marché. Si malheureusement, c'est vous les dominants, c'est-à-dire le petit capital inexpérimenté, malheureusement, on risque d'avoir encore pas mal de volatilité à la hausse et à la baisse. On aura forcément déjà des institutionnels qui rentreront. J'entends institutionnels vraiment au sens large. Je t'ai dit, pour moi, il n'y a aucun doute. Ils sont en train de rentrer. La question, c'est pas est-ce qu'ils sont en train de rentrer. La question, c'est juste voilà, quelle proportion de ce marché ils vont représenter. Parce que la volatilité va revenir. Au début, elle va être un peu bipolaire, acheteuse, vendeuse, parce qu'on est dans un marché très illiquide. Hein, les mains, ce que je disais, sont transférées entre les spéculateurs. Elles viennent de passer dans des mains de buy and holders. Le problème, c'est un buy and holder qui vient de découvrir les marchés il y a 6 mois avec les crypto-devises. Ça n'a rien à voir avec un institutionnel qui a 30 ans de métier. Et la psychologie n'est pas la même en termes de maturité. Et l'action de prix qui va suivre sera différente en fonction de qui tient la plus grosse partie de ce marché. Alors, juste un truc à propos de ça, parce qu'on parle des institutionnels de plus en plus. Donc autant énumérer un peu la situation, moi, de ce que je la vois de l'intérieur. Je me rappelle, je travaille sur des ICO, sur des post-ICO. Qu'est-ce qui se passe? On est en train d'arriver dans un moment où les institutionnels sont en effet en train de rentrer, ne savent pas comment rentrer. Donc qu'est-ce qui se passe? On est là en train d'avoir des membres bancaires, de capital partners et de choses comme ça qui vont aller vendre des ICO à des institutionnels. Néanmoins, l'utility token, bon, voilà, ça suffira pas. Donc, un institutionnel, un Samsung, et quand je parle d'institutionnel, c'est BPI, Samsung Ventures, ce genre de choses. C'est vraiment au sens large. Voilà, mais c'est, moi, tu vois, je te le cible, je te donne des noms, comme ça, vous faites votre avis autour de ça. Ce genre de mec-là rentrera sur un modèle equity token, c'est-à-dire que j'achète des equity et j'ai des tokens qui viennent avec. Moi, je te dis honnêtement, d'un point de vue, moi, la vision que j'en ai du marché, encore une fois, je ne prétends pas détenir la vérité, ce serait hautement prétentieux. Ces capitaux-là n'arriveront que dans plusieurs mois, voire années, au prochain cycle, dans le cycle de croissance. Là, on est dans le cycle d'investissement spéculatif. Pour moi, les profils qui recherchent les prêts actuels ont de toute façon un profil spéculatif.
Donc, c'est des portions d'un portefeuille qui vont être mises là-dedans, des portions minimes. Le gros capital, il arrivera uniquement probablement après. C'est dans une autre phase. Voilà, chaque chose en son temps. Des portions minimes, mais il faut voir, tu vois, de quel budget ça part. Ah oui, non, mais le en budget fait, est largement suffisant par rapport à la capitalisation actuelle des crypto-monnaies. Aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, le glissement, en fait, c'est que, en fait, hier, je pouvais acheter des equities d'une startup. Le problème, c'est que les equities d'une startup, c'est 3, 5, 8 ans. Voilà, quoi. Tu vois, c'est pendant 3 ans, tu es loqué, ou pendant 5 ans, tu es loqué, ou pendant 8, tu es loqué. Donc, des tokens, c'est plus liquide. Donc, ça, tu vois, ils voient l'intérêt. Ils voient cet intérêt de la liquidité que je peux faire une exit un peu au moment où je veux versus une startup. Donc, en fait, David, on t'entend pas très bien, tu coupes un petit peu. Aïe. Vous m'entendez là mieux? Vous m'entendez mieux là? C'est possible de te rapprocher de... Ouais, c'est très assuré. Je pense que c'est ta connexion de non-parisien qui fait que tu captes pas trop, je suis désolé. J'en profite pour dire qu'ici on a 80 mégas. Vive la campagne. Oula, il y a un écho. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Oh, Ça y est. très jolie voix là. Très jolie voix. Mais donc, ce que je te disais, c'est aujourd'hui, tu vois, on va arriver sur des modèles où en fait, au lieu d'aller sur une startup seule et partir en equity, on ira sur les plus belles mais avec des equity et des tokens en plus. Pourquoi? Parce que en fait, le token va être une valeur refuge que tu peux liquider exit stratégie. Bah après, voilà, par rapport au marché classique qu'on connaît, c'est vrai qu'il faut redéfinir la notion de liquidité. Ça, je pense que c'est important. Mais elles investiront, enfin, tu vois, elles investiront comme avant prendre des equity. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est simple. Hein. Tu es un mec comme Natixis, tu es le DAF, où tu vois, tu es le mec qui va acheter des tokens pour la première fois chez Natixis. Tu as 5 à 8 ans d'ancienneté dans la boîte. C'est simple. Si tu n'achètes que des tokens et que ça se plante, t'es viré. Par contre, si tu l'as fait comme à l'ancienne, à acheter des equity, et qu'en plus, il y a, qu'est-ce que tu veux, un cadeau de mariée où tu peux pas perdre, c'est-à-dire que si ça marche pas, c'est pas grave, on part vite, et au moins on sauve la casse, et si ça marche bien, bah, c'est la mariée, quoi, tu vois, dot, là, t'es le génie. Donc en fait, tu vois, c'est comme ça que ça va se passer. Il n'y a pas un mec en institutionnel qui va aller en ICO pur juste avec des tokens. C'est pas possible. Bah, évidemment, je te dis, c'est deux cycles différents. On parle du cycle spéculatif et du cycle investisseur. Le cycle investisseur, il viendra après la phase de spéculation. Il viendra spéculer sur ce qui aura des projets construits, concis. Là, pour l'instant, on va donner du pognon à des mecs qui ont des idées. On va leur demander de partir de la coquille vide et de construire quelque chose de fonctionnel qui pourra servir ou non dans le cycle de croissance. Mais après, la smart money, elle choisira qui sera le digne héritier de l'argent de la croissance. Et là, on ne parle plus du tout du même type de montant. Là, on parle effectivement de choses qui seront mises en place dans des infrastructures réelles et on parle de gros milliards. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment pas la phase. C'est pas ça, quoi. Mais encore une fois, il faut faire attention d'un point de vue crypto-devise. La crypto-devise, elle servira de base dans la phase spéculative, dans la phase de croissance. C'est pas dans la crypto-devise, je pense, que se trouvera la croissance. Mais dans les crypto-projets, des projets de blockchain et de mise en place de ces blockchains dans des projets réels. C'est les entreprises à ce moment-là qu'il faudra acheter, pas des crypto-devises. Voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, tu vois, la crypto est un bonus. Oui. Ça va se placer. Après, c'est sûr que d'acheter des crypto-devises quand tu es un petit peu... En fait, tu vois, la crypto-devise, ça va devenir l'action du mec qui peut pas rentrer dans une startup tout de suite, tu vois. Mais c'est la même chose. La crypto-devise, c'est la devise du marché qui sera lié à ça. C'est juste la même chose sous une forme différente. Aujourd'hui, tu achètes des actions américaines en dollars, tu achètes des actions européennes en euros, et ben demain, tu achèteras des actions liées à la blockchain avec des crypto-devises éventuellement, et encore, c'est pas une certitude. Voilà. Par contre, tu as un mouvement de fond qui est en train de s'amorcer, qui est intéressant, c'est l'avènement des security tokens. Tu vois, il y a 2 ans, tu m'aurais dit security tokens, ils voient un avenir. Je t'aurais dit, enfin non, pas du tout, parce qu'en fait c'est faire de l'ancien avec du nouveau. Et puis plus tu regardes,
Et plus, bah, en fait, le problème, c'est simple. C'est que les projets d'ICO qu'on a eu aujourd'hui, bon, il y en a des qualitatives et il y en a des beaucoup moins qualitatives. Mais en soi, Utility Token a des promesses à remplir. Et tant qu'il ne va pas les remplir, et ce qui est, on peut considérer le cas quand on est dans une époque riche comme ça, bah voilà, on crée des alternatives. Et le Security Token, qui est en fait un token qui est donné et qui en fait équivaut à une equity, équivaut à une action d'une société, etc. C'est un modèle qui est en train de revenir sur le devant de la scène très 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 fort. Moi, de toute façon, je maintiens que c'est pas, enfin, dans toute révolution, en fait, il y a cette envie de changer et de bousculer et compagnie, mais il y a en même temps cette bataille et cette dualité de préserver ce qui fonctionnait avant. C'est vraiment cette bataille entre ceux qui veulent tout aplatir et repartir à zéro, et généralement avec cet aspect un peu revanchard, c'est-à-dire vous avez fait n'importe quoi, on va faire l'opposé. Et d'un autre côté, ceux qui veulent préserver le capital. Cette lutte, et en fait de penser que l'un des deux va gagner, c'est d'une bêtise affligeante, parce que la réalité, c'est souvent le mélange des deux, quoi. C'est un peu de vieux, un peu de neuf, et pas que du nouveau ou que du vieux. Voilà. Oui, exactement, mais tu vois, et je te rejoins dessus, c'est-à-dire qu'on va se passer du milieu, en fait. Bah, je pense qu'on peut simplifier. On va juste hard forker notre système monétaire actuel. D'actionnariat. Non, mais autant utiliser un terme, je pense, qui est très bien trouvé pour l'occasion. On va juste hard forker. Donc, on va garder certaines anciennes règles, on va en ajouter des nouvelles, on va faire un medley de tout ça, et ça va donner un nouvel écosystème. Bah écoutez, sur ces petites paroles, je pense qu'il va être temps de se quitter. Alors avant ça, je voulais faire un dernier petit clin d'œil. Donc c'est à Anaïs qui est avec nous, qui a créé une agence donc de communication qui s'appelle Creative Pulse, c'est ça? Oui, Je c'est prononce ça, bien? tout à fait. Donc c'est Oui, une oui. agence de communication, stratégie. Et le petit clin d'œil, c'est qu'elle accepte les cryptos. Et ça peut paraître simple et ça peut paraître qu'un détail, mais pour des crypto-enthousiastes comme nous, je trouve que ça fait beaucoup. Et toutes les personnes qui disent ça sert qu'à acheter de la drogue sur le darknet, eh ben non. Aujourd'hui, on peut utiliser. Non, mais ça paraît bête, mais aujourd'hui, on peut utiliser. Elle est révolue quand même. Oui. Enfin, là, aujourd'hui, on peut plus oser sortir un truc pareil sans passer pour c'est révolu, mais c'est quand même vachement ressorti de la part de certains. Eh ben voilà. Mine de rien, même si on a eu en 2017 les gens qui arrêtaient de parler de ça, aujourd'hui, beaucoup en reparlent. Oui. C'est enfin, une belle image dans les cryptos et la blockchain, quoi. Du coup, les gens ont du mal à séparer la blockchain et les cryptos, quoi, pour dire ce que tu dis, Quentin. Mais t'as raison. Du coup, voilà, c'était le petit clin d'œil. Donc, Creative Pulse. Si jamais elle a une page Facebook. Ça pulse. Et elle accepte les cryptos, donc si jamais vous êtes intéressé. Bah écoutez, sur ces belles paroles, il est vraiment temps de se quitter. Pour ceux qui sont sur Discord, bah, on vous dit à tout de suite. Et puis, bah écoutez, je vous dis à lundi prochain. Pensez à notre groupe Facebook, il y a le lien si jamais dans annonce. Vous serez au courant de toutes les dernières actus. Et bah, à lundi prochain, 21h, comme d'habitude. Merci à toute l'équipe. Au top. Merci à toi David, Thomas et Anaïs, c'était super. Merci. Et bah, écoutez, bon trade, bonne soirée à tous. Salut les crypto dingo. Salut.